Le 19h de Public Sénat, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'OTAN accusée d'avoir laissé mourir des migrants au large de la Libye. Démenti officiel sur l'absence de réaction de l'équipage du Charles de Gaulle qui croisait à proximité. Offensive de Laurent Wauquiez contre l'assistanat, plafonnement des aides, service contre RSA, riposte de la gauche, approbation de l'UMP, mais désaveu au sein du gouvernement exprimé par Roselyne Bachelot. Ce sera le débat du 19h. Le culte du souvenir au Parti socialiste autour du seul socialiste ayant gagné la présidentielle. Notre invité tout à l'heure, Michel Charasse, fidèle de toujours de François Mitterrand, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel. Il nous livrera son témoignage. Question des plus embarrassantes pour l'OTAN. Ses forces déployées en Méditerranée, notamment l'équipage du Charles de Gaulle, ont-elles laissé périr des migrants africains fin mars? Affirmation du quotidien britannique The Guardian sur la foi de plusieurs témoignages. Alexandra Colino. Le Charles de Gaulle a-t-il laissé mourir 61 migrants venus de Libye? C'est ce qu'affirme le quotidien britannique The Guardian. Après une longue enquête, le journal raconte qu'un navire à la dérive transportant 71 personnes s'est retrouvé à proximité du porte-avions. Mais les appels au secours des passagers seraient restés sans réponse. Impossible, répond l'état-major des armées. Le Charles de Gaulle était bien trop loin de l'embarcation d'une centaine de kilomètres. Il n'a jamais croisé de navire en détresse. En difficulté, les migrants auraient d'abord contacté par téléphone satellitaire une association de défense des droits des réfugiés à Rome, qui aurait à son tour alerté les gardes-côtes italiens. Selon les témoignages des migrants, un hélicoptère militaire aurait survolé l'embarcation qui se trouvait alors à une centaine de kilomètres des côtes libyennes. Le Charles de Gaulle est sous commandement national. De son côté, l'OTAN assure ne pas avoir enregistré de signal de détresse. L'embarcation partie de Libye pour aller Lampedusa a finalement dérivé pendant 15 jours. Quand le bateau s'est échoué à Misrata le 10 avril, seules 11 personnes avaient survécu. La fuite des réfugiés libyens s'accélère. Beaucoup de travailleurs étrangers qui gagnent la Tunisie ou prennent la mer au péril de leur vie. Plus de 2000 d'entre eux ont été accueillis ce week-end sur la petite île de Lampedusa, où des naufrages d'ailleurs ont été à nouveau rapportés. L'Europe en mal d'unité, notamment sur la question des réfugiés, célèbre néanmoins aujourd'hui sa journée, l'occasion pour François Fillon de dénoncer le retour du populisme, un risque mortel pour le continent, a déclaré le Premier ministre en recevant à Matignon des étudiants du programme d'échange Erasmus. Claude Guéant reçoit le patron de la justice américaine, un intime, dit-on, de Barack Obama. Leur entrevue, à la veille d'un G8 sur la lutte antidrogue, a naturellement porté sur le terrorisme, une menace évaluée différemment des deux côtés de l'Atlantique. On écoute les deux hommes. Il y a bien plus que Ben Laden au sein du réseau Al-Qaïda. Il y a toujours des gens, toujours des organisations qui souhaitent frapper la France, qui souhaitent frapper les États-Unis, qui souhaitent frapper nos alliés. Nous n'avons pas, depuis la mort d'Oussama Ben Laden, d'éléments nouveaux, précis, concrets, de menaces précises, opérationnelles contre notre pays. Il n'empêche que la vigilance est constante. Des propos recueillis par Jérôme Rabier. Le Pakistan, apprend-on aujourd'hui, va lancer une enquête pour savoir comment Ben Laden a pu vivre impunément sur son sol, mais le pays rejette les accusations américaines sur une éventuelle complicité. En Syrie, aujourd'hui, multiplication des arrestations et des centaines de femmes sont descendues dans la rue, dans la ville côtière de Banias, pour réclamer la libération de leurs proches. Il dit défendre les valeurs de la droite sociale, mais la CFDT l'accuse de flirter avec la droite extrême, avec ses propositions contre l'assistanat. Laurent Wauquiez annonce une proposition de loi qui provoque déjà beaucoup de remous. Mathilde Bélanger et Margot Aubrio. Dans le collimateur de Laurent Wauquiez, l'assistanat et ceux qui, selon lui, profitent du système. Ces propositions, conditionner le versement du RSA à 5 heures hebdomadaires de service social, plafonner le cumul de tous les minima sociaux à 75% du SMIC, enfin limiter l'accès des étrangers à ces aides en instaurant une durée de travail minimale de 5 ans pour pouvoir y prétendre. Aujourd'hui, un couple qui ne travaille pas, qui est au RSA,
en cumulant les différents systèmes de minima sociaux, peut gagner plus qu'un couple dans lequel il y a une personne qui travaille au SMIC. C'est faux, répondent l'opposition et des experts. À situation égale, une personne qui ne travaille pas gagnera toujours moins qu'une personne qui travaille. Par ailleurs, les bénéficiaires du RSA ont obligation de chercher du travail. Il n'y a pas de contrepartie à demander à des gens qui touchent 500 € par mois et qui sont dans une situation de chercher du travail, qu'on oblige, et c'est normal, à chercher du travail. Toute l'idée de Wauquiez, c'est de dire qu'en fait, ceux qui sont dans cette misère, c'est parce qu'ils le veulent bien. C'est vraiment irresponsable. Le père du RSA, Martin Hirsch, s'oppose à ces mesures. Dans une lettre rédigée il y a quelques jours, il dénonce de fausses bonnes idées et s'oppose à toute notion de travail gratuit. La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, est-elle sceptique? Ces propositions seraient, selon elle, difficiles à mettre en œuvre. Mais l'UMP, donc de son côté, avec Jean-François Copé, approuve ce soir Laurent Wauquiez. Avec nous, Philippe Juvin, bonsoir. Vous êtes député européen UMP, vous avez été en charge justement du groupe de travail sur le RSA. Avec nous également Serge Pogam, bonsoir. Vous êtes sociologue et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, l'assistanat, connaît-elle des dérives? Est-ce que Laurent Wauquiez a raison de s'en prendre aux dérives de l'assistanat, allant jusqu'à parler de cancer de la société, Philippe Juvin? Qu'est-ce qu'a dit Laurent Wauquiez? En réalité, il a dit que quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Et parmi ces devoirs, c'est de participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la nation. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tout simplement, il a dit quand on bénéficie du RSA, on doit donner quelques heures de travail par semaine. 5 heures, 5 heures par semaine. Voilà, enfin, pour des services publics, tout ça est des du bon sens. Tout ça est du bon sens. Du bon sens. Moi, je suis le maire d'une commune. Oui. Je peux vous assurer qu'effectivement, 5 heures, ça peut largement se trouver, aider les enfants, les points école. Enfin, il y a beaucoup de travail. D'accord. Il y a déjà des personnes qui s'occupent de ce genre de tâches. Particulièrement des gens qui viennent du RSA et du RMI. Bon. Donc, alors, le bon sens, ça, c'est le discours qu'on entend, la justification mise en avant. Qu'en pensez-vous, Serge Pogam? J'ai bien peur que ces propositions soient vraiment démagogiques. Il faudrait vraiment souligner que on a souvent tendance, depuis quelques années, à considérer que les allocataires du RMI, aujourd'hui du RSA, sont des irresponsables, voire des paresseux. Alors même qu'au moment où on a voté la loi sur le RMI le 1er décembre 1988, on considérait que c'était un défi pour la nation tout entière que de venir en aide aux plus défavorisés. Et ça, c'était une grande mesure qui a permis à la droite et à la gauche de s'unir dans vraiment une guerre qu'on a voulu mener à ce moment-là contre la pauvreté. Et donc on a l'impression là que le climat a changé. Le climat a totalement changé. Pour quelles raisons selon vous? Dans les années 1990, toutes les enquêtes sur la perception de la pauvreté le montrent. On considère avant tout les pauvres comme victimes d'injustice et on considère légitime de les aider à travers des mesures d'insertion. Il y a un retournement spectaculaire dans les années 2000 et on l'a vu au moment de l'élection présidentielle avec Nicolas Sarkozy, qui faisait les mêmes critiques à l'égard du système d'assistance. Je me rappelle à cette époque-là qu'on mettait en avant le mérite, on mettait en avant les dérives de l'assistanat. Donc c'est la même rengaine qui revient aujourd'hui. Philippe Juvin, quand il y a plus de elle revient cette rengaine parce qu'on s'approche de 2012. Non mais je vais vous dire, dans ce débat c'est incroyable. Où on est d'accord, surtout pour ne rien dire, où on est taxé de démagogie. Donc c'est difficile d'avoir un débat. Nous, qu'est-ce que nous disons? Nous disons simplement, quand il y a plus de 20 ans a été créé le RMI, qui était une belle idée. Il y avait dans le RMI le mot insertion. Et le RMI a été un échec en matière d'insertion. Un échec cuisant. Oui, mais vous connaissez bien le RMI. Le RMI a été Moi aussi, un échec. je le connais bien et je vois que sans une politique active de retour à l'activité, je ne dis pas retour à l'emploi, retour à l'activité, le RMI a été un échec. Dans le département des Hauts-de-Seine, dont j'ai été le vice-président, nous en parlions tout à l'heure, nous avons mis en place une politique active de retour à l'emploi. Nous accompagnons ceux qui étaient au RMI hier, au RSA aujourd'hui, et à plus de 60%, on arrive à leur retrouver une activité. Qu'est-ce qu'il dit Wauquiez? Wauquiez, il dit ça. Il dit il faut aider les gens parce qu'ils ils survivent avec les allocations qu'on leur donne. Il dit que et en certains même temps, vivent mieux que ceux qui travaillent. Est-ce qu'il dit et en vrai même là? temps, il faut les aider à s'insérer. Et je crois que les 5 heures de travail par semaine, c'est une manière, je dirais, équitable de leur dire revenez, on va vous aider à retrouver une activité.
Des droits et des Vous savez devoirs. bien Serge qu'un des Pogam, problèmes- qu'est-ce que vous répondez à un des cela? problèmes, c'est le retour à Le problème essentiel de l'insertion, c'est qu'il faut mettre des moyens. On avait fait beaucoup d'évaluations et on se rend compte que quand on met des moyens en termes d'insertion et d'accompagnement social, il y a des résultats beaucoup plus importants. Alors on a aujourd'hui tendance à accuser le RMI, le RSA aujourd'hui pour ses effets contre-productifs et en tout cas qui désinsèrent. Vous êtes d'accord qu'il y en a? Je ne suis pas d'accord qu'il y en a à ce point parce qu'on culpabilise par là les allocataires eux-mêmes. On les considère comme des irresponsables. Vous êtes d'accord qu'il y a des allocataires qui se sont exclus du monde de l'activité et du travail? Vous êtes qui se d'accord? sont exclus. Mais pourquoi? Mais malheureusement, imaginez ce qui nous s'est regrettons passé. tous. Imaginez ce qui s'est passé. Vous considérez aujourd'hui que l'ensemble des allocataires du RSA sont des paresseux qu'il faudrait remettre au travail. C'est absolument une contre-vérité. Ça veut dire que 5 heures de travail par semaine, les allocataires du RSA demander 5 heures de travail par semaine, du travail et du vrai travail. Est-ce que vous Ils trouvez veulent que une 5 heures de formation de travail par semaine, qualité. c'est beaucoup? Mais le problème n'est pas Mais celui-là. si, c'est la Le question problème qui est n'est posée. pas celui-là. Est-ce que vous serez capable question aussi de trouver simple que cela. en France, partout, dans toutes les communes, 5 heures pour plus d'1 million de personnes? Mais bien entendu. Bien entendu. L'idée, c'est que l'on va C'est créer- complètement l'idée, démagogique. c'est que l'on va créer Et c'est une en dynamique plus de positive conditionner, pour retrouver le travail. l'accès à ce RSA à l'exercice d'une activité. Ça veut dire que Mais ceux qui Ah, n'y pour auront vous, pas le accès. RSA ne doit avoir aucune condition. Mais des conditions, Dites-moi, est-ce qu'il doit y en avoir termes des de conditions contrepartie, il doit y avoir un engagement réciproque de la collectivité et des allocataires pour parvenir à trouver des formes convenables, Et là, négociées, les bénéficiaires pour doivent arriver. rechercher un travail, ça fait partie du bien RSA. entendu. C'est une Mais condition. C'est déjà une condition importante. Mais l'important, Et ce qu'est-ce n'est que pas vous allez seulement de se rajouter? contenter de Qu'est-ce dire que vous il allez faut essayer rajouter? de trouver. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aider à retrouver un pied dans le monde du travail en disant on va vous donner 5 heures par semaine. Vous savez mieux que moi, que quand on est exclu du travail depuis 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans parfois, le fait même de se lever le matin, le fait même de retrouver une idée du temps qui passe, et on a des besoin journées qui s'écoulent, d'avoir une eh bien, perspective c'est de ce que nous retrouver proposons. un emploi. C'est ce que nous proposons. Or, 5 qu'est-ce heures que par vous allez- semaine en remettant un pied dans le monde du travail. Tout ça est Dans le du monde bon du travail, sens. dans le monde du travail, bien vous entendu. pensez que c'est le monde Mais du bien travail entendu, que vous mais allez oui. proposer? Mais oui, absolument. C'est Mais oui. des activités qui Mais resteront c'est fondamental extrêmement pour précaires. structurer les individus, c'est fondamental. Je ne dis pas qu'elles sont absolument inefficaces. Ah, très Il bien, peut ben, vous voyez, y en c'est déjà avoir. bien. Mais avançons. c'était d'ailleurs l'esprit du RMI et de toutes les mesures Mais ça d'insertion, n'a pas été c'était fait. d'avoir une palette très large Alors je vous donne de des solutions. exemples. Et On là, a le texte de cette proposition de loi qui sera présenté par les amis parlementaires de M. Wauquiez. Il dit des missions telles que l'accueil donc dans les services publics, il parle de la surveillance aux abords des écoles, le nettoyage de rivières et des services écologiques. Bien sûr. mais on l'a fait depuis 20 ans, on n'arrête pas de mettre en place ce type d'initiatives. Elles ont eu une utilité. Il ne s'agit pas de les remettre en question. Pourquoi dites-vous que, Mais comme vous dites, c'est utile, vous pourquoi voulez vous ne voulez les pas le rendre généraliser? automatiques, Nous les voulons- rendre nous voulons automatiques. les Et généraliser, je les rendre pense que automatiques. ce n'est pas forcément la solution idéale pour tous les allocataires du Alors je vous ai RSA. posé une question tout à l'heure. Est-il vrai que l'on trouve aujourd'hui, comme l'a affirmé Laurent Wauquiez, des familles qui gagnent plus sans travailler qu'en travaillant? Oui ou non? Oui, c'est toujours le même problème. Ah mais oui ou non? Parce que Oui, là, oui, il y a- oui, oui, c'est le Ah problème bon, des effets c'est seuil. très débattu, C'est le problème quand des même. effets seuil. C'est le problème des effets seuil. Et c'est un grand, malheureusement Et classique. vos électeurs vous en parlent? Non seulement des effets seuil, mais ce qu'on appelle les aides connexes. Il y a une multitude d'aides qui ne sont pas identifiées, qui font qu'en réalité, il y a une très grande absence de transparence sur les politiques qui sont mises en œuvre. Ce qu'on veut, nous, c'est de la transparence et c'est aider les gens en leur donnant la main en disant, voilà, 5 heures par semaine, vous allez retrouver D'accord. Bon, le vous revenez goût sur à les une 5 heures activité. par semaine. Mais c'est fondamental. Vous savez comment c'est calculé? C'est calculé à partir de cas types. Or, ces cas types, on n'a jamais véritablement chiffré ce qu'ils représentent dans la réalité. Alors, il se peut effectivement que, en théorie, avec le cumul des aides, parfois, il puisse y avoir des dépassements, mais c'est une infime partie de la population. le travail a été fait, vous le et donc, savez. on généralise Y et on compris par les fait syndicats. croire cette idée simpliste qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent largement avec Non, les aides. personne C'est n'a dit ça. complètement Bon, délirant. personne n'a dit ça. Je Personne note, n'a dit Philippe ça. Juvin, je note l'accueil assez glacial de la ministre de la Solidarité, Roselyne Bachelot, qui, elle, met en avant des difficultés de principe et de mise en œuvre. Mais déjà, sur le principe, elle est plus que réticente. Voilà, bien entendu, elle dit ce qu'elle veut. Mais l'idée générale est de bon ministre sens. de la cohésion sociale. L'idée est de bon sens, mais nous sommes un parti politique, l'UMP, nous faisons des propositions pour demain. L'idée est de bon sens que de dire à un droit,
un devoir. D'accord. Allez, toute dernière question, ça ne serait pas manifestement dans la proposition de loi qui va être débattue, qui va être déposée très vite. Laurent Wauquiez parle également de conditions de durée de résidence en France pour bénéficier du système social. Là, ça concerne donc les immigrés. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise initiative, oui ou non? Bien entendu. D'ailleurs, il y a une durée minimale déjà qui existe. Nous voulons simplement la rendre plus significative. Monsieur Pogam. Il n'est pas normal d'arriver sur le territoire et bénéficier. On est dans des mesures extrêmement démagogiques et on les sort juste avant l'élection pour plaire à un électorat. Écoutez, c'est incroyable, d'arriver à ça. Vous qualifiez-vous de démagogique ce qui ne vous convient pas. Voilà, merci à tous les deux. En tous les cas, c'était la question du nouvelobs.com. Faut-il conditionner le RSA à des heures de service social? On regarde vos réponses. Vous avez dit majoritairement non, à 60%. Le débat est lancé et il suscite une belle polémique. Hein. Merci à tous. Il est salutaire, dit même Laurent Wauquiez. Hein. Allez, maintenant toute autre chose. Notre invité, donc je vous le disais, pour l'anniversaire du 10 mai, demain, les 30 ans de l'élection de François Mitterrand, c'est Michel Charasse. Mais juste avant cela, l'évocation de cette date par des Français rencontrés au hasard. C'était un grand jour. J'étais militante au PS, militante de base, hein, et j'étais au bureau et au dépouillement, etc. Hein. Bon, et quand on a su les résultats, bon, ça a été la grande fête. Je crois que c'était télé noir et blanc à l'époque encore chez mes parents. Et en fait, la tronche, quoi, en fait, quelque part, c'est le silence, quoi. C'est pas vrai, c'est peut-être un film qui est passé, un mauvais film. En fait, il y avait le haut du crâne qui pouvait laisser présager que ça pouvait être soit Giscard, soit Mitterrand. Et plus ça allait, et plus l'ambiance à la maison était plombée. Enfin, mes grands-parents avaient acheté spécialement une télé couleur pour l'occasion. Et moi j'avais 8 ans, donc j'étais assez jeune, mais je me rappelle de la joie qu'il y avait dans ma famille, qui était une famille de gauche. Mes parents avaient l'idée que ça allait être, que le socialisme allait vraiment rimer avec stalinisme. J'étais avec des amis et avec mon époux, je me rappelle qu'on leur avait dit qu'ils étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Bonsoir Michel Charasse, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je le disais, vous êtes membre du Conseil constitutionnel, vous avez passé 2 septennats aux côtés de François Mitterrand, conseiller à l'Élysée, puis ministre également. Vous n'aimez pas les béatifications, hein, Michel Charasse. Après Jean-Paul II, on a quand même l'impression d'assister à celle de François Mitterrand. Mais on ne pas dans l'église. C'est pas le même genre quand même. C'est un anniversaire, comme la République en fête de temps en temps. C'est pas comparable. Bon, votre 10 mai 81, c'était dans votre mairie depuis Guillaume. Le 10 mai 81, j'étais dans ma mairie, effectivement, puisque je présidais les bureaux de vote. Et j'ai fait le dépouillement à 18h. Et à 18h15 ou 20, j'ai appelé le PC de campagne à Paris. Et là, on m'a dit, c'est bon, c'est fait. Bon, voilà. Donc alors, je le savais à 18h20, quasiment presque en même temps que François Mitterrand lui-même, peut-être 3 minutes après. Et alors très vite, vous êtes entrés en quelque sorte ensemble à l'Élysée, parce que je crois que vous l'avez bombardé de notes sur la transition. Il a fallu, bien entendu, commencer à réfléchir très vite et pas perdre son temps à trop réfléchir sur la manière de passer la période transitoire, puisqu'il s'est écoulé un certain nombre de jours entre le 10 mai qui était le jour de l'élection et le 21 mai qui était le jour qui avait été choisi d'un commun accord entre François Mitterrand et le président Giscard d'Estaing pour la passation des pouvoirs. Et par conséquent, il y avait quand même un certain nombre de choses à faire et dans un domaine qui, pour l'équipe qui entourait le président élu, était quand même quelque chose d'assez nouveau, même s'il y avait parmi nous 2 ou 3 briscards un peu bien formés, genre Gaston Defferre, qui avait été membre des gouvernements sous la 4e République, François Mitterrand lui-même bien sûr, mais sinon on était un petit peu novices. Moi pas trop, dans la mesure où j'étais à l'époque collaborateur du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc je côtoyais souvent le pouvoir, côté opposition certes, mais le pouvoir quand même. Dites-moi, quel éclat cette année, cet anniversaire? Bon, ce sont les 30 ans. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui le mitterrandisme et qu'est-ce qu'il a apporté à la France? L'éclat, à mon avis, s'explique parce que, on a beau dire et beau faire, mais pour le moment en tout cas, on n'a pas retrouvé le même. Le même du point de vue stature, épaisseur, culture, connaissance du monde, des choses, des gens, de son pays, de la France, de son histoire, de sa géographie. On n'a pas retrouvé le même.
Et pas non plus la même personnalité, parce que c'était quand même une personnalité extrêmement complexe. Non, mais on n'a pas retrouvé le même. Oui. Vous comprenez, la résistance, 23 ans d'opposition, etc. Bon, très bien. Et donc ça traduit un manque. Qui peut le combler aujourd'hui? Et je crois que les citoyens français, ceux qui ont vécu cette époque, comme ceux plus jeunes aujourd'hui qui en ont entendu parler par leurs parents ou leurs grands-parents, ont le sentiment d'un événement qui a marqué. Je me souviens de ce que disait Gaston Defferre. Il disait c'est l'atmosphère de la libération. La libération 44. C'était, toute proportion gardée, et toute chose égale par ailleurs, je prends quand même des précautions, quelque chose un peu comme ça. Comment est-ce que vous jugez tous ceux qui cherchent à s'identifier, sinon à l'homme, du moins à son parcours? Aujourd'hui, on a entendu Ségolène Royal, elle ne s'est pas imposée en héritière. Et puis François Hollande aujourd'hui qui dit comme lui, j'ai fait un long parcours. Oui, un peu moins long certainement que François Mitterrand, et un peu moins semé d'embûches, mais parce que, écoutez, on va avoir une compétition électorale bientôt, et dans la mesure où, enfin dans un an, et dans la mesure où François Mitterrand est dans l'esprit et le cœur des Français, et fait corps avec la France, de telle manière que c'est un grand souvenir, un grand personnage, tout le monde cherche à s'identifier. Moi je trouve que c'est assez logique. D'accord, mais qui serait le plus légitime pour vous? Le plus légitime, c'est celui que les Français désigneront, s'ils en désignent un à gauche. Mais moi, je ne peux pas, pour l'instant, m'amuser à choisir. D'abord, je ne sais pas qui est en compétition. Au Conseil constitutionnel, vous savez, je fais plus de politique active. Je lis le journal comme tout le monde. Oui. M. Strauss-Kahn, M. Hollande, Mme Royal, M. Montebourg, M. Valls, plus chez les partenaires de la gauche, M. Chevènement, M. Mélenchon, M. Besançon. Vous n'avez pas cité Mme Aubry. Ça fait Mme Aubry que j'ai oublié, pardon. Ça fait déjà quand même pas mal de monde. Est-ce que vous voyez la gauche l'emporter l'an prochain, Michel Charasse? Pour le moment, je ne vois rien du tout, mais personne ne peut dire l'année prochaine ce qui va se passer. Écoutez, les choses... Moi, j'ai fait 3 campagnes présidentielles avec François Mitterrand, même un peu celle de 65. Bon. En tout cas, j'ai fait 3 campagnes, 2 campagnes, 74 et 81. Les choses se décantent dans les 4 mois. Pourtant, dit-on, jamais un président de la République n'a eu une cote aussi faible à un an d'un scrutin. Mais la cote de François Mitterrand était basse dans l'opinion publique en 1904. Vous savez, au mois de novembre, lorsque Michel Rocard a annoncé sa candidature, et puis François Mitterrand a annoncé la sienne en restant ensuite silencieux et muet pendant plusieurs mois, la cote de François Mitterrand n'était pas très haute. Donc le jeu est très très ouvert, et notamment pour Nicolas Sarkozy. Vous savez, M. Rossure, tant qu'on n'a pas la liste complète des candidats, c'est-à-dire de ceux qui seront en compétition, et notamment de ceux qui comptent, parce que, enfin, tous les candidats comptent, mais je ne peux pas, étant membre du Conseil constitutionnel de surcroît, dire qu'il y en a qui sont pas des vrais. Donc, mais ceux qui ont un certain poids, parce qu'on sait qu'ils représentent des forces politiques importantes, tant qu'on ne sait pas qui va y aller, vous savez l'incertitude de la candidature centriste, est-ce qu'il y aura une candidature centriste? Même si on n'aura pas. Il faut attendre que ça se décante. Michel Charasse, est-ce que je peux vous demander, vous, membre du Conseil constitutionnel, si vous souhaitez que la gauche l'emporte l'an prochain? Écoutez, je n'ai pas changé d'opinion en rentrant au Conseil constitutionnel. Bon, par conséquent, le camp auquel j'appartenais avant, même si le Parti socialiste m'a flanqué à la porte, ce qui m'a permis d'économiser des cotisations, comme je suis auvergnat, je lui en suis très reconnaissant, ça m'a permis de donner un peu plus au Restaurant du Cœur, vous voyez, on a ces bonnes œuvres, mais je n'ai pas changé de camp ni d'opinion, par conséquent... je verrai comment les choses vont se passer. Mais pour vous, le candidat qui sera désigné sera le bon par le Parti socialiste. Je ne pourrais pas naturellement prendre position publiquement pour un candidat ou pour un autre. Selon Laurent Fabius, il l'a dit il y a quelques semaines devant des étudiants bordelais, la gauche, si elle arrive au pouvoir, l'an prochain, trouvera en face d'elle le Conseil constitutionnel qui, a dit Laurent Fabius, lui glissera des bâtons dans les roues parce que tous ses membres, les 11, sont de droite. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas de droite, et puis je dois vous dire que c'est très difficile de savoir... La majorité des membres du Conseil vient sans doute plutôt de la droite, mais c'est très difficile de savoir quelles sont les opinions des membres du Conseil aujourd'hui, dans la mesure où la politique n'a aucune place dans les discussions du Conseil. On fait du droit, et on fait du droit par référence aux textes les plus sacrés de la République, c'est-à-dire ceux de 1789 et ceux de 1946, qui sont les dispositions auxquelles on fait le plus souvent référence. Par conséquent, c'est très difficile à dire, et j'ajoute
que François Mitterrand lui-même a reconnu, et le Parti socialiste lui-même a reconnu, que pendant la période 81-86, puis ensuite jusqu'à la fin du deuxième septennat, le Conseil constitutionnel n'a jamais empêché la gauche de mettre en œuvre son programme, les 110 propositions de François Mitterrand, jamais. Il y a eu des difficultés techniques, en particulier au moment des nationalisations, parce que le Conseil a estimé que les conditions d'indemnisation des entreprises nationalisées n'étaient pas convenables au regard du droit de propriété qui est dans la déclaration de 1789. Ouais. Et même, je lisais dans la revue socialiste qui vient de sortir, numéro spécial sur les 30 ans Mitterrand, que un des auteurs de la revue considère tout à fait normal que le Conseil constitutionnel... Vous dites que la gauche n'a pas à s'inquiéter du Conseil constitutionnel. Le Conseil ne fait pas ce genre de politique. Le Conseil, il dit le droit, il applique la Constitution, et la Constitution telle qu'elle est. Bon, et vous avez oublié, par exemple, que c'est Nicolas Sarkozy qui vous a nommé. Quand on entre, qu'on devient sage, on l'oublie. Mais attendez, j'ai prêté le serment de respecter la Constitution, pas prêté le serment d'être inféodé à qui que ce soit le président de la République ou une autre autorité. Nous sommes au Conseil constitutionnel totalement indépendants. Il n'y a aucune démarche politique auprès de nous. Personne. Moi, depuis que je suis nommé, je n'ai jamais reçu le moindre coup de fil d'un ami politique. Tant qu'il n'y aura pas de bâton dans les roues, la gauche peut être tranquille. Mais attendez, mais nous serions indignes. Ce serait le gouvernement des juges. Alors dans ce cas-là, c'est plus la République. J'ai deux petites questions d'actualité. À mon avis, elles vont vous intéresser. On vient de tenir un débat sur l'assistanat et ses dérives. Oui. Est-ce que ce débat est fondé selon vous ? Écoutez, c'est un assez vieux débat parce que il y a déjà plusieurs années, et puis quelquefois, à la suite de rapports de la Cour des comptes, etc., où on parle beaucoup des fraudes aux prestations sociales, mais pas seulement, le RMI, RSA, aux prestations sociales en général. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des phénomènes de fraude, c'est vrai que des efforts ont été faits par les organismes sociaux au fil des années, avec, je vous dis, le concours de la Cour des comptes, et c'est vrai que depuis quelques années, les fraudes ont beaucoup régressé. Hein. Je voyais l'autre jour les chiffres qu'annonçait M. Bertrand, je ne sais plus pour quelle prestation, on récupère 100 millions d'euros par an sur des prestations qui font une masse de milliards énorme. Bon, ça va. Laurent Blanc, semble-t-il, a regretté certains de ses propos sur les quotas dans le football lors de son audition aujourd'hui. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous soutenez Laurent Blanc? Parce que vous avez été choqué par cette polémique dans le foot. Je ne suis pas beaucoup cette affaire du football, c'est pas un milieu auquel je m'intéresse. Mais moi j'ai une position extrêmement simple. Pendant tout le temps où j'ai été un homme politique et sénateur, j'ai toujours été contre les quotas, mais tous les quotas. Dans les deux sens. Tous les quotas. Tous les quotas. Or, pas de discrimination positive. Ceux qui crient le plus après M. Laurent Blanc, depuis qu'il aurait parlé de ça, sont ceux qui sont pour des quotas aux élections municipales, pour des quotas au titre de certaines catégories sociales, etc. Moi, je suis contre tous les quotas parce que je trouve que les quotas, c'est incompatible avec la République. Un mot encore, allez, le dernier sur François Mitterrand pour aujourd'hui. En tous les cas, Michel Charasse, vous êtes un des grognards du mitterrandisme. Je lisais dans Marianne, André Rousselet. Un jour, Mitterrand s'adresse à Rousselet et lui dit « C'est vous qui connaissez le mieux ma vie ». Et André Rousselet lui dit « Oui, à quel pourcentage vous estimez ?» Ils répondront « 15%. » Mais c'est la même chose pour tous ceux qui ont entouré le président, puisque le président ne se livrait jamais complètement à personne. Non. Sauf peut-être un peu plus sur la fin, quand il avait auprès de lui un compagnon pour accompagner ses souffrances, mais c'était... il a toujours été comme ça. En tout cas, je peux vous dire une chose, moi, il me manque beaucoup. Et je pense qu'il manque beaucoup à la France aussi. Merci Michel Charasse d'être revenu apporter votre témoignage ce soir sur le plateau du 19h. À 22h, eh bien, vous retrouverez Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, un documentaire justement sur l'arrivée de François Mitterrand, mais surtout des communistes qui l'ont accompagné en 1981 au gouvernement. Bonsoir à tous et à demain. Il y a des gens qui vivent très mal le fait d'être 6 en cellule. Ce qui est le plus pénible peut-être, c'est d'avoir à demander tout. Juin 2009, la prison de Nancy s'apprête à quitter ses vieux murs du centre-ville pour un établissement tout neuf en périphérie. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a plus de contact avec les surveillants, il n'y a plus de contact humain en fait.
L'occasion pour les réalisateurs d'interroger le personnel et les détenus sur leurs conditions de vie, de travail et l'influence du bâtiment sur leur vie quotidienne. C'est pas parce qu'on est seul dans sa cellule qu'on est isolé. D'une prison à l'autre, un documentaire de Laurence Milon et Guy Girard, dimanche à 9h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet.